Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Culture Soccer en Or, le podcast qui vous fait suivre un petit peu la Gold Cup en toute la compétition. Après le groupe A, il y a 2 jours, le groupe B hier, nous parlons aujourd'hui du groupe C, un groupe sans réel monstre de CONCACAF, composé de Curaçao, de El Salvador, de la Jamaïque et du Honduras. Et il y a eu 2 matchs hier dont on va parler avec Adi. Comment ça va, Adi ? Ça va et toi, Antoine ? Ça va très très bien. Je voulais aussi remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous dire par message sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux si les podcasts vous plaisent et s'il y a des choses qu'on devrait améliorer. On est toujours à l'écoute. On va parler avec Adi des 2 matchs d'hier, Curaçao, El Salvador et la Jamaïque et le Honduras. On peut dire un groupe relativement pas faible, mais sur le papier, peu de prétendants au titre dans ce groupe. Oui et non. Faut pas oublier que la Jamaïque était finaliste lors des 2 dernières éditions. Après, bon, la Jamaïque, ce n'est plus la Jamaïque des 2 dernières éditions. Ils ont eu quand même des résultats un peu vraiment pas très intéressants ces derniers mois, vu que ils ont perdu, par exemple, contre Salvador. On en avait parlé lors du podcast de présentation de la compétition. Donc, Salvador avait battu la Jamaïque 2-0. En tout cas, c'est très intéressant. Je dis pas qu'il y a... Pour moi, je trouve pas que c'est un groupe où il y a trop des équipes faibles. Je trouve en fait que c'est un groupe extrêmement ouvert et c'est ça qui est excitant. C'est que c'est un groupe où les 4 équipes sont à peu près, peut-être, je dis à peu près du même niveau. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a, je pense que la Jamaïque et le Honduras sont un peu au-dessus du Salvador et de Curaçao, mais n'empêche, tout le monde est capable, tous les résultats sont permis en fait et c'est ça qui est intéressant en fait. Je suis complètement d'accord. C'est un groupe très intéressant. Mais on n'a pas de spécialiste pour ce groupe, mais on va essayer de parler un peu des 2 matchs tous les 2 ensemble. On va commencer avec le premier. Curaçao, El Salvador. 2 équipes pas réputées pour être les meilleures de CONCACAF, mais Curaçao, il y avait une sorte d'un petit peu de buzz autour de l'équipe. On l'avait dit un peu dans notre guide, c'est pour une petite nation, c'était une nation qui était très intéressante et qui possédait des vraies qualités et des joueurs qui jouaient parfois dans de bons clubs. Oui, effectivement, on a parlé bien évidemment de Cuco Martina, qui est le capitaine de l'équipe, défenseur droit. Lui, il est sous contrat avec Everton en première ligue anglaise. Oui, il a été prêté à Feyenoord la dernière année, mais sauf que c'est un très très bon joueur. On a parlé aussi de Leandro Bacuna. Bacuna, c'est aussi un très très bon joueur qui a joué à Cardiff City aussi cette année en Premier League. Il a été acheté au début prêté par Reading, qui est en Championship, puis acheté par Cardiff City juste après. En tout cas, il y a de bons joueurs, en plus de plein de joueurs qui jouent en première division néerlandaise. Et aussi, bien évidemment, Charleston Benchop, pour ceux qui suivent la Ligue 1, ils se rappellent bien évidemment de Benchop qui est passé par Brest en Ligue 1 entre 2012 et 2014. Bon, il était blessé pendant une majeure partie de son passage à Brest, mais quand même, il était pas mauvais. Il a passé aussi par la Bundesliga et maintenant, il est en Belgique en prêt de Graafschap. En tout cas, c'est intéressant. C'est un melting pot assez intéressant chez Curaçao. Et puis après, du côté de Honduras, les amoureux de la MLS, vous connaissez bien évidemment... C'était le Salvador, par contre. Du côté de Salvador, effectivement, les amoureux de la MLS, vous connaissez bien évidemment de Seren qui joue au Dynamo de Houston. Donc c'est ça. Que André Flores de Portland, Ouais, exactement. qui est bien joué hier d'ailleurs, mais ouais, le Salvador qui se déplaçait un petit peu avec pas mal de joueurs locaux tout de même. Et qui sont vus un peu comme des petits poussières dans cette compétition, comme Curaçao. Et donc un match qui s'est terminé 1-0, victoire du Salvador grâce à Nelson Bonilla, dont je me souviens avoir lu des interviews qui disaient que le Salvador était là pour gagner la Gold Cup, donc il avait l'air d'y croire. Et hier, il a marqué un but face au Curaçao, donc dans un stade de Kingston, parce qu'on le rappelle, certaines rencontres se jouent en Jamaïque, et celle-là se jouait en Jamaïque, et le stade était un peu vide, ce qui est dommage, mais ce n'est pas forcément des pays très très peuplés, donc ça peut se comprendre, mais voilà. Le Salvador qui était largement plus dangereux
que Curaçao. Curaçao a pratiquement rien fait pendant ce match. C'est dommage, puisque justement, comme on disait, il y avait pas mal de hype autour d'eux. Donc c'est un but de Nelson Bonilla, comme on l'a dit, qui joue au Bangkok United et qui est une des stars de cette équipe. Et en tout cas, le gardien du Curaçao était assez bon, puisqu'il a stoppé 2-3 tirs qui auraient pu faire de sacrés buts pour El Salvador. S'il y aurait eu 2 ou 3-0, ça n'aurait pas été volé non plus. Donc c'est un peu dommage, parce que perso, je pensais que Curaçao pouvait faire quelque chose, mais en première mi-temps, le El Salvador y allait vraiment très doucement avant d'accélérer un petit peu en deuxième et de finalement gagner ce match, à cause aussi d'une erreur de défense de Cuco Martina, ce qui est bête, parce que c'était un des seuls qu'on connaissait. Mais du côté du Salvador, il faut saluer Andrés Flores, qui a fait un très bon match. Et qui, voilà, c'est une équipe quand même qui défend le Salvador, ça se voit. Mais ils ont des éléments offensifs qui peuvent faire mal. Comme je disais, Andrés Flores, qui est ce maestro de cette équipe, j'ai lisé une stat ce matin, il a eu 91% de passes réussies. Donc voilà, il faudra faire attention un peu à leur milieu de terrain. Et il faudra faire attention aussi au gardien de but. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu ça ce matin, mais le gardien du Salvador a failli, en tentant de relancer le ballon à la main, mettre un but contre son camp. Donc voilà, il faudra faire attention à tout ça. Mais premier match plutôt facile pour le Salvador, et le score final de 1-0 reflète pas vraiment la physionomie du match. Le gardien de Curaçao, Room, ayant été plutôt bon, sauf sur le but qui se prend, mais il a fait 2-3 arrêts de grande classe. Ouais, bah écoute, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Il y a une chose par contre que j'aimerais ajouter, c'est qu'on voit qu'il y a quand même du talent de ce côté, du côté de l'équipe de Curaçao. Moi, d'après ce que moi j'ai vu, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un manque de cohésion. Je pense que c'est plutôt parce que c'est une nouvelle équipe. Ça a l'air que c'est des joueurs qui n'ont pas joué très longtemps ensemble. Si tu regardes juste point de vue statistique, le Curaçao a eu la possession du ballon à 58%. Oui, possession stérile parce que les automatismes ne sont pas là. Mais au fur et à mesure que le tournoi avance, ça ne m'étonnerait pas de voir le Curaçao poser un ou deux lapins aux équipes, que ce soit même la Jamaïque ou le Honduras. Je trouve pas non plus que ils ont été en dessous complètement de ce match-là. Après, bien évidemment, le Salvador a été plus dominant point de vue occasion de marquer, ou bien grosse occasion devant le but, comme tu l'as dit. Le gardien Eloarum aussi a fait un très bel arrêt que j'ai vu, si vous regardez sur Twitter, un très bel arrêt sur Twitter aussi, qu'il a fait complètement de la main gauche, quand même intéressant. Et Loarum qui joue quand même aussi aux Pays-Bas, je pense, deuxième gardien de PSV Eindhoven, donc c'est pas rien, c'est un gros club, le PSV. Bref, en tout cas, non, mais c'est intéressant, je trouve. Beaucoup pensaient que ça allait être le petit poussé qui allait avoir, en tout cas moi, je pensais que c'est le genre d'équipe qui allait avoir 20-25% de possession, puis essayer de défendre autant que possible, mais c'était vraiment pas le cas hier, et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, mais après, après ce que je lisais dans les médias salvadoriens, l'équipe du Salvador est habituée à jouer en contre un petit peu, Oui. de se baser offensivement. Mais c'est vrai que contre une nation comme Curaçao, c'est un peu étrange de le faire, parce qu'on pourrait penser que justement ce match-là, c'était un bon moyen de prendre par exemple, des buts et puis d'emmagasiner quelques bons points et de la confiance. Mais bon, une victoire quand même 1-0 qui est méritée. Et je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce match. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont faire ces équipes lors du prochain tour, parce que voilà, c'était un peu les deux petits poussés et les deux gros qui se battaient de leur côté. Mais le prochain match, le Salvador se bat contre la Jamaïque. Et ça va être intéressant de voir s'ils peuvent réussir à les battre, ou en tout cas d'arracher un match nul. Ben, c'est ça, répéter l'exploit, comme on disait. Il les avait déjà battus, 2-0. En tout cas, tous les matchs maintenant se disputent aux États-Unis. Il n'y en a plus ni en Jamaïque, ni en Costa Rica. C'est fini. Ceux qui devaient se disputer dans ces pays-là sont disputés, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, Antoine? Il me semble que oui, mais il va falloir que je confirme ça. Je regarderai pendant qu'on parlera de l'autre match. Mais ouais, parce que la plupart des matchs sont un peu en double confrontation, c'est-à-dire 2 matchs de suite dans le même stade. Ouais. Et je crois que c'était tout pour les Kingston et Costa Rica. Non, j'ai oublié en quelle ville c'était exactement. Mais C'était ouais, à San Jose. ouais. C'était dans la capitale, à San Jose. Parfait. Ah. Eh ben, on peut passer. Ouais, pardon. Ouais, non, c'est ça, je voulais dire parfait. Je pense pas non plus que j'ai quelque chose d'autre à ajouter sur ce match-là. Mais comme j'ai dit, tu l'as dit, c'est des petits poussés, mais on va voir ce qu'ils vont faire contre les plus grosses équipes. Je pense pas que ce sera très simple pour les plus grosses, la Jamaïque et le Honduras. Non, mais c'est très intéressant de voir si le Salvador peut un petit peu essayer
de passer avant le Honduras en phase de groupe et peut-être passer en quart de finale. Donc on va voir ça au prochain match. Maintenant, passons à Jamaïque-Honduras. La Jamaïque qui on va pas dire a eu du mal, puisqu'elle a tué le match assez rapidement. Il y avait 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Tever Orgil. Mais le Honduras est revenu petit à petit, 2-1 grâce à Anthony Lozano, puis la Jamaïque est repassée devant avec Damian Lowe à la 56e, et finalement le Honduras a sauvé un peu l'honneur à la 92e. 3-2 score final. La Jamaïque qui a quand même un peu globalement dominé le match. Les buts sont aussi sur des erreurs défensives. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Adi. En premier, j'aimerais mentionner que je trouve inacceptable dans une compétition de ce niveau-là, qui est supposée être une compétition continentale, de voir une pelouse aussi mauvaise. Ouais. Ce n'est pas normal, c'était dégueulasse, un gros champ de patates. J'ai vraiment pas aimé ça. Bon, après, Kingston en Jamaïque, ils sont pas habitués non plus à recevoir des matchs de cette envergure-là. Mais n'empêche, il y a quelque chose qui aurait dû être fait par rapport à ça. Vraiment, on voyait des petits bouts de terre un peu partout. C'était vraiment pas beau à voir. Par contre, comme tu l'as dit, en fait, la Jamaïque a très bien commencé son match là. La première mi-temps a été à 100% dominatrice pour la Jamaïque. Le Honduras était très brouillon. Il y avait une certaine pression sur le porteur du ballon faite par la Jamaïque qui était quand même très intéressante. On sentait en fait que la Jamaïque était organisée, puis le Honduras essayait de faire n'importe quoi. En fait, c'est ça que j'ai senti durant toute cette première mi-temps. Et puis, on parlait très souvent durant notre présentation de la compétition, on pensait qu'en attaque, on allait avoir Darren Mattox, mais en fait, non. On a vu Dever Orgil et Orgil a marqué 2 buts. Il a été très, très bon. Il a 29 ans et il joue en première ligue turque à Ankaragucu. Ouais. Et il est quand même très, très bon. Il a vraiment fait forte impression. Le deuxième but, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de bons petits jeunes. Leon Bailey, moi, il m'a un peu déçu. Il essaie un peu de trop faire. Bon, il est jeune, il a 21 ans. Le joueur de Bayer Leverkusen. Puis j'ai bien aimé aussi la prestation de Peter Lee Vassell, qui appartient au Los Angeles FC, qui a joué juste 5 matchs cette année avec les leaders de la MLS. Mais lui aussi, j'ai bien aimé son match. Et puis c'est ça. Et puis le Honduras s'est juste réveillé les 2-3 dernières minutes de la mi-temps où ils ont créé 2-3 occasions dangereuses sans pouvoir marquer un but. Ça, c'est la première mi-temps qui était à 100% jamaïcaine. Et puis là, en deuxième mi-temps, il se réveille avec Lozano qui marque son but, tu en as parlé. Puis après, à peine le but marqué, corner, but de l'eau. Magnifique pour la Jamaïque qui se redonne le coussin de 2 buts. Et puis après, tu vois le Honduras essayer de dominer et c'est eux qui avaient beaucoup d'occasions. Mais il y a une personne aussi qui a été extraordinaire et vraiment, j'ai été très impressionné par ce joueur-là. C'est Michael Hector. Pour ceux qui ne connaissent pas Hector, c'est un défenseur central. Sauf que durant ce match-là, il a joué en tant que milieu défensif. C'est un grand gaillard de 1m93 à peu près, donc à près 2 mètres, vraiment énorme, qui a joué en milieu défensif et qui a vraiment ratissé un nombre incalculable de ballons, mais c'était ridicule. On le voyait, il était tout seul, comme s'il était tout seul sur le terrain. C'est vraiment très, très beau. Et ce joueur-là, il appartient à qui? Il appartient à Chelsea. Et c'est un des nombreux joueurs prêtés par le club de Premier League, Chelsea, il était en prêt à Sheffield Wednesday, qui est en 2e division anglaise et qui a fini 12e sur les 24 en Angleterre en 2e division. Puis là, il revient à Chelsea. Je serais curieux avec le fait que Chelsea a un problème de recrutement. Je serais curieux de voir s'il pourrait pas faire le groupe de Chelsea pour cette année. Bon, c'est très improbable, mais il m'a vraiment impressionné durant ce match-là. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. Perso, j'ai trouvé que la Jamaïque en fait dominait totalement le milieu de terrain et puis tous les buts en fait, tu vois que Honduras galère défensivement. Je crois que c'est le premier but qui est un peu collectif avec quelques passes du côté jamaïcain, ou alors c'est le deuxième, je m'en souviens plus, mais un enchaînement de passes assez bien calculé. Et la défense du Honduras est complètement à l'eau, incapable de suivre parce que la Jamaïque attaque en nombre. Et le Honduras m'a quand même surpris défensivement. Je pensais que c'était plus solide que ça.
Et donc, la Jamaïque, en fait, peut, à mon avis, facilement terminer en haut du groupe. Elle m'a bien surpris. Il y a Albert Ellis, qui donne une passe décisive sur le premier but. Oui. Mais le premier but est aussi clairement parce que Francis, le défenseur central jamaïcain, se rate un peu. Pardon, sur le deuxième peut-être. Mais ouais, l'Honduras était quand même peu dangereux, j'ai trouvé, moins dangereux que je pensais qu'il pouvait l'être. Mais en tout cas, c'était le premier match de Gold Cup à domicile pour la Jamaïque. Donc, c'est plutôt sympa de voir ces nations, en tout cas, je trouve, avoir jouer à la maison, parce que c'est quand même une compétition qui se déroule quasiment que aux États-Unis. Donc, c'est sympa de voir ces nations jouer à domicile. Et tu parlais de Damien Lowe, c'est marrant parce que ouais, je ne savais pas, mais il était passé un peu aux États-Unis. Il était à Seattle, puis il a été prêté en fait surtout avec la réserve de Seattle, Minnesota. Il a fait une saison aussi à Tampa Bay en deuxième division. Et moi, un joueur qui m'a aussi pas mal surpris, c'est Alvas Powell, celui qui était à Portland, je crois qu'il est toujours d'ailleurs. Oui, non, il est à Cincinnati maintenant. Et ça, je sais qu'il a été. Je m'étais dit, ouais, il a été transféré. Donc, celui de Cincinnati, il a bien réussi à pénétrer le terrain à pénétrer de son aile droite jusqu'au centre du terrain. Et il a fait quelques bonnes actions et des accélérations. Puis après, il donnait le ballon au milieu. Ou alors, il driblait 2-3 joueurs honduriens avant de passer la balle à Orgil sur un des premiers buts, je crois. Mais donc, il m'a surpris et ils ont vraiment des ailes solides avec Lawrence d'un côté et Powell de l'autre. Donc une belle équipe jamaïcaine. Ouais, et moi, ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que Lawrence, je l'ai vu un peu plus défensif. On n'a pas l'habitude de le voir aussi défensif que ça. Mais j'ai bien aimé. Ça veut dire qu'il est capable de jouer défensivement. On le connaît en MLS, qu'il est assez offensif avec les Red Bulls. Mais il a pas été mauvais du tout défensivement. Et en tout cas, je suis intéressé à voir ce qu'il peut faire à la suite, pour la suite de la compétition. J'aimerais aussi mentionner que il y a beaucoup de joueurs de MLS qui étaient sur le terrain et ça fait plaisir à voir. On a parlé de André Blake, on a parlé de Alvas Powell, et puis moi j'aimerais parler on a parlé de Kemar Lawrence, on a Sean Francis qui est passé aussi par l'Impact de Montréal à un moment donné. Maintenant qui est sans club. Bizarrement, il a joué en défense centrale, comme tu l'as dit, mais c'est d'habitude un latéral gauche. Donc, quand même assez intéressant de le voir là. On a parlé de Peter Lee Vassell qui joue à Los Angeles FC. Et même du côté hondurien, on a parlé de Albert Ellis pour le Houston Dynamo. Mais il y a aussi le défenseur central, Figueroa. Et Romel Kyoto qui a été très, 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 très décevant durant ce match-là. Vraiment complètement à côté du match. Un très, très mauvais match pour Romel Kyoto. J'ai été vraiment très, très, très déçu. C'est supposé être la star de l'équipe avec Albert Ellis. Et j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Je suis vraiment très, très, très déçu de ce qu'il a montré. Ouais, mais tu parlais de Kemar Lawrence qui était bien défensif. Je pense que c'est aussi parce qu'Albert Ellis était de son côté. Donc ils se sont dit qu'il fallait peut-être pas forcément lui laisser du champ libre. Mais ouais, assez d'accord sur Romel Kyoto. Il faudra voir un petit peu, il faudra que les Honduriens se reprennent lors du prochain match face au Curaçao, que à mon avis devrait gagner. Et après, il y aura une sorte, à mon avis, peut-être une petite finale face au Salvador pour le dernier match du groupe C. Donc ça peut être très intéressant comme affrontement entre ces deux équipes, puisque les deux, enfin, le Salvador a géré contre Curaçao, mais ouais, le Honduras, moi, j'ai trouvé, était vraiment pas terrible en défense. Il faudra voir un petit peu si laquelle de ces équipes peut sortir gagnant dans un duel pareil. Exactement, exactement. Et pour revenir à nos joueurs MLS, des joueurs rentrés sur le terrain durant les remplaçants, il y en a deux du côté de la Jamaïque. André Lewis, qui joue dans l'équipe réserve de Portland, Portland Timbers 2. Et puis Junior Flemings, qui joue au Phoenix Rising en USL. Qui est très très bon. Et qui est vraiment très bon. C'est un peu la star de l'équipe depuis que Drogba est parti. Il fait un très bon début de saison. Je suis qu'Anthony en parlait dans un résumé USL. Donc ouais, à faire attention à ce Junior Flemings. Exactement, donc ça veut dire qu'ils ont de la qualité aussi sur le banc du côté jamaïcain. Et puis du côté hondurien, on a Brian Acosta qui pour moi c'était inadmissible le fait qu'il soit sur le banc, qui est un peu une star du côté de Dallas. Si je me trompe pas, c'est un joueur désigné du côté de Dallas. Puis il était sur le banc et puis il est rentré à la 75e minute seulement. Pour Luis Garrido qui était aussi transparent, tu l'as dit, le Honduras a complètement perdu sa bataille au milieu de terrain. Brian Acosta était pas là. Je pense qu'il aurait pu faire une différence de ce point de vue-là. Est-ce que l'entraîneur du Honduras va remarquer ça et va faire le changement pour plus tard? En tout cas, je l'espère.
Mais d'un autre côté, c'est intéressant de voir aussi autant de joueurs de MLS sur le terrain et le niveau était quand même bon. J'ai pas trouvé le niveau par rapport aux autres matchs de la compétition. Je trouvais pas que le niveau était plus bas parce qu'il y avait trop de joueurs MLS. Au contraire. Donc pour les gens qui dénigrent la MLS, ils auraient dû voir ce match-là pour voir exactement le niveau de cette ligue-là qui commence à monter, même le niveau de la USL parce qu'on a plusieurs joueurs de la USL qui étaient là aussi. Non, mais c'est sûr que pour des nations, je trouve, enfin, c'est ce que disait Grégory Chavoche quand on l'avait eu pour le guide, c'est que pour Oui. les nations comme le Costa Rica, je pense que la Jamaïque, l'Honduras, c'est la même chose. La MLS, c'est quand même une très bonne ligue pour pouvoir côtoyer en fait des joueurs excellents, parce qu'il y a quand même des joueurs en MLS, notamment les joueurs désignés, qui ont une expérience incroyable. Et donc pouvoir côtoyer ces joueurs à chaque journée, à mon avis, c'est très bon pour ce genre de sélection, pour emmagasiner de l'expérience, et puis avoir un peu de stabilité dans une carrière, parce qu'on sait que parfois en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, c'est un peu compliqué les histoires de salaire, de contrat, quoi que ce soit. Aux États-Unis, c'est quand même assez plus simple et plus réglementé. Donc je pense que pour ce genre de joueurs, ça va donner une certaine stabilité et une expérience qui n'est pas négligeable et qui aide vraiment, qui tire probablement cette zone CONCACAF vers le haut. Aussi, il faut pas oublier aussi que non seulement que c'est une stabilité sportive, mais une certaine sécurité aussi. On s'entend que des fois, dans les pays en Amérique centrale et dans les Caraïbes, point de vue sécurité, c'est pas trop ça. Donc, ils se retrouvent dans des pays extrêmement développés comme le Canada et les États-Unis. Et c'est sûr qu'ils ont une certaine sécurité, point de vue de leur famille, point de vue, ils sentent qu'ils sont dans un environnement plus sain. Donc, ça aussi, ça les attire aussi, tout en étant proche du pays au cas où ils ont de la famille, des oncles, des tantes, des cousins ou des parents qui sont là. Au moins, ils peuvent les visiter plus souvent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, qui préfèrent que ce soit d'Amérique centrale, des Caraïbes, mais même dernièrement d'Amérique du Sud, qui choisissent la MLS pour être plus proches de leur famille au lieu d'aller en Europe où ça devient un peu trop difficile d'aller voir et de rester proche de chez eux, en fait. Donc, c'est quand même un tremplin très intéressant, non seulement point de vue sportif, mais aussi point de vue d'une carrière de vie et un choix de vie, en fait. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour eux. Ouais, c'est clair. Et puis, surtout pour les jeunes. Donc, c'est pour ça que la MLS essaye un petit peu de se positionner sur les jeunes sud-américains et de devenir une passerelle pour l'Europe. Mais après cette petite digression, je crois qu'on peut dire qu'on a parlé un petit peu du groupe C. C'est pas mal. Oui. On a réussi à bien le couvrir malgré notre manque de spécialistes. Je pense qu'en tout cas, ce groupe va être très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir la Jamaïque en quart de finale. Il y a des chances, si tout va bien dans le groupe D, les États-Unis devraient être premiers si tout va bien. Donc il y a des chances que ce soit contre par exemple le Panama ou Trinité et Tobago. Ça va être des belles affiches. Ouais, exactement. Ça va être intéressant de voir ce qui va arriver dans ce groupe et dans le groupe D. On en parlera bien évidemment demain dans le prochain épisode. J'ai hâte de voir si les États-Unis vont pouvoir faire parler la poudre parce qu'ils jouent contre le petit poussé, la Guyane française, en fait la Guyane ce soir. Et puis Panama, Trinité Tobago pour demain aussi. Donc, en tout cas, ça va être deux bons matchs à voir et j'ai hâte de faire l'émission demain pour discuter de tout ça avec toi. J'ai peur, mais j'ai hâte. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là, Adi, et merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Togoal, Spotify, iTunes, ce que vous voulez, à nous noter et à nous dire un petit peu en commentaire si vous avez aimé ou pas cette émission. On se retrouve demain pour débriefer la sélection américaine. Et voilà, à demain. À demain.